Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le 1er avril 2014, j'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur de France en Principauté d'Andorre. J'ai attendu la fin des élections municipales afin de ne pas ajouter à la colère sourde des Français qui les a conduits à bouder les urnes, faisant de l'abstention un geste clairement politique. Rarissimes sont les ambassadeurs qui démissionnent, renonçant au faste de la fonction résidence somptueuse, voiture de fonction avec chauffeur, personnel de service, indemnité de résidence confortable, honneurs divers et variés en permanence, mais aussi fierté de représenter la France à l'étranger, de défendre sa culture, sa langue, son image. Personnellement, j'ai porté avec passion les valeurs de la République à laquelle j'ai le sentiment de tout devoir. Je suis né à Tourcoing. Fils d'un éboueur, immigré algérien, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture à l'âge de 5 ans. Ma mère a élevé ses 6 enfants dans le bidonville d'Aubervilliers. J'ai raconté dans un précédent livre, Zahir le Gaulois, cette enfance pleine de débrouillardise, où l'école de la République a joué un rôle déterminant pour moi. Elle m'a pétri de valeurs qui n'ont jamais cessé de m'animer: la laïcité, la fraternité et la liberté. L'égalité, c'était plutôt un combat à gagner, le combat de toute une vie. Parce que certains politiques ont su défendre la diversité, parce que j'aime mon pays, la France, j'ai fait un parcours professionnel dans la fonction publique jusqu'à devenir consul général de France puis ambassadeur de France. Mais la France de la diversité semble devoir se satisfaire des échelons intermédiaires auxquels on la tolère. Car arrivé à ce niveau, l'administration du Quai d'Orsay m'a fait subir un long parcours d'humiliation et de discrimination diverses et variées. Ayant saisi le défenseur des droits, puis portant l'affaire au pénal, j'ai décidé de démissionner pour reprendre la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination que je mène depuis plus de 30 ans. Fort de la liberté d'expression que je retrouve, comme un immense bol d'air pur, et au lendemain des élections municipales et européennes dont les résultats sont très préoccupants, j'ai choisi de passer, le cœur grave, de l'obligation de réserve du diplomate au devoir d'agir du citoyen contre ces forces négatives qui gangrènent notre corps social malade. L'objet de ce livre consiste à clarifier la réalité de ces forces négatives et les responsabilités de ceux qui les nourrissent. Je ne souhaitais pas raconter par le menu détail ma mésaventure au Quai d'Orsay, préférant laisser la justice faire son travail. Mais, ma démission ayant été médiatisée, le porte-parole du Quai a osé mentir dans la presse et remettre mon honneur en cause. Je ne peux pas laisser le mensonge s'ajouter aux humiliations répétées. La violence de la France d'en haut fait fi du sens moral que l'on exige pourtant de tout citoyen, en se plaçant au-dessus de la loi avec arrogance. Je remercie mon éditeur d'avoir accepté que je reprenne le contenu de ce livre, qui était prêt à sortir de l'imprimerie, afin de me permettre de rétablir la vérité. Le citoyen s'interroge, le militant se mobilise. Qu'est-ce que les politiques ont raté? Pourquoi tant de manifestations dans les rues? Une colère qui enfle à la faveur de la montée inquiétante d'un populisme d'autant plus sournois qu'il est multiforme et décomplexé, mais qui s'impose aujourd'hui comme troisième terme à la bipolarisation gauche-droite traditionnelle. La France n'est pas un pays raciste. Elle est magnifiquement diverse, et pourtant pas un jour ne se passe où l'on ne parle de racisme, d'antisémitisme, de discrimination. Qui sont les véritables responsables de ce climat social de plus en plus délétère? La République est en souffrance, ses valeurs ne font plus sens pour une population épuisée. Un certain nombre de chroniqueurs, journalistes et philosophes de renom occupent les plateaux de télévision et les antennes radio pour regretter haut et fort une France qui aurait perdu son identité, comme si l'identité d'une nation n'évoluait pas avec son histoire, et notamment pour nous avec l'histoire de son immigration. Il conviendrait plutôt de se poser la question: qu'est-ce qui fait la force de la France aujourd'hui? La plupart des politiques de tous bords sont dépassés par la question des communautarismes, ne se mobilisant plus pour la réussite de l'intégration des différentes composantes de nos populations. C'est une erreur fatale. Ne pas se battre pour l'intégration, c'est laisser le corps social se déliter gravement. Plus que jamais, l'intégration est synonyme du vivre ensemble dans la paix, de l'élan vers un devenir prometteur, de l'espoir que chacun puisse mériter sa place au soleil. La France d'aujourd'hui a-t-elle perdu toutes ses chances d'unifier ses composantes sociologiques?
L'intégration n'est-elle pas une question qui concerne chaque citoyen français, et non pas seulement les populations issues de l'immigration? Que doit-on intégrer au nom de la paix sociale? À quelles conditions? Finissons-en avec cette question de l'immigration. Regardons la réalité en face. Le déni de la réalité sociale conduit tout droit à l'implosion d'une société morcelée. Finissons-en avec la question musulmane en France qui fait le pain béni des fossoyeurs de notre République. L'affaire Dieudonné est hautement symbolique des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, et particulièrement nous, les beurs. Nous en reparlerons dans cet ouvrage, tout en cherchant à répondre à toutes ces questions. Personnellement, j'ai toujours refusé la fatalité sociale, l'impuissance acquise par le milieu défavorisé auquel on appartient. J'ai sans cesse voulu aller voir là où on ne m'attendait pas, et je voudrais dire à ceux qui ont baissé les bras: reprenez courage, soyez citoyens militants. Le militantisme associatif donne du sens à nos vies mal embouchées, celui du lien collectif, de l'intérêt général, où nos malheurs personnels se diluent. J'ai passé les barrages sociaux, pris plus souvent que les autres les escaliers de service plutôt que l'ascenseur social. Je me suis identifié aux valeurs de la République. Je me suis cogné au fameux plafond de verre. J'ai eu mal pour ma France. Je remercie cependant chaleureusement les quelques grands messieurs de la République, rencontrés dans mon activité de diplomate, qui m'ont permis de prendre le recul nécessaire à la compréhension de la complexité de notre société. Je regrette l'absence des femmes à ce niveau de responsabilité. Ce combat reste à mener au même titre que toutes les autres discriminations. J'ai quitté le Quai d'Orsay pour revenir aux fondamentaux de l'action citoyenne, lutter pour la réussite de l'intégration, pour que nos jeunes ne cèdent pas aux sirènes de désespoir et retrouvent la fierté d'être français, autant que la fierté de la culture de leurs parents ou ancêtres, quelles que soient ces cultures. Pour qu'ils ne deviennent pas à leur insu la chair à canon naïve d'une guerre mondiale sans merci, celle du terrorisme et des fanatismes religieux. Lutter contre les discriminations racistes et sociales, lutter pour l'intégration sont les deux facettes d'une même pièce à l'effigie de la République, frappée de trois mots à jamais porteurs d'une citoyenneté humaniste: liberté, égalité, fraternité. Le débat politique en France. L'immigration, composante structurelle de notre société. L'histoire de la France est depuis toujours celle de l'immigration, et particulièrement depuis plus d'un siècle et demi. Avec près de 20% de Français dont au moins un parent ou un grand-parent est étranger, les immigrés et leurs descendants ont façonné le visage de l'Hexagone de façon structurelle. La question de l'immigration est vitale pour l'avenir de la France autant que de l'Europe. C'est un enjeu majeur. Je renvoie volontiers les détracteurs de l'immigration au Dico Atlas des migrations, de Pierre-Henri et Brigitte Martinez, édité par la Ligue de l'enseignement, France Terre d'Asile et le CIDEM, qui fait une œuvre pédagogique remarquable en expliquant avec simplicité la complexité des migrations en Europe pour mieux en décrypter les enjeux de façon objective. Toutes les citations que je fais dans ce chapitre sont empruntées à cet ouvrage, qui aurait dû être envoyé à chaque citoyen avec son bulletin de vote pour les élections européennes. Au début du XXe siècle, la France est le premier pays d'immigration en Europe des réfugiés politiques exilés de Russie, d'Arménie ou d'Espagne. Puis sa croissance économique attire la main-d'œuvre des pays voisins, l'Italie, la Belgique et même la Pologne, comme la meilleure santé économique de l'Allemagne ou de l'Angleterre attire aujourd'hui la population active française des zones frontalières. Pendant plus de la première moitié du siècle, les Italiens demeureront la plus forte source d'immigration en France, jusqu'à représenter 32% de la population immigrée en 1962. Jusque-là, l'immigration en France est essentiellement européenne, et si certains souffrent de racisme recevant en pleine figure des injures du type sale rital, sale macaroni, l'intégration se fait néanmoins sans trop de problèmes au fil du temps, car toutes ces populations ont en commun la religion chrétienne. À partir des années 1960, l'immigration se diversifie de plus en plus. Les Portugais arrivent en nombre et deviennent la première nationalité immigrée dans les années 1980. Ils sont les ouvriers, et notamment les maçons qui façonnent de leur sueur la France des Trente Glorieuses. Ainsi les classes moyennes peuvent-elles se développer. Leurs enfants commencent à accéder aux études générales,
échappant aux formations de BEP et CAP mal considérées à tort, qui les conduisaient à faire comme papa. Après la Seconde Guerre mondiale, le flux migratoire en provenance de l'Algérie commence à se développer. Lorsque suivent les immigrations marocaines et tunisiennes, le courant d'immigration du Maghreb s'amplifie alors que les courants issus de l'Europe commencent à s'intégrer de mieux en mieux. En un siècle, l'immigration en France s'internationalise, voyant arriver les populations africaines et d'Asie du Sud-Est dans les années 1980 à 1990. Aujourd'hui, elle est composée de populations venues pour 30% du Maghreb et de 40% d'Europe. On voit bien que la prétendue invasion musulmane n'a rien d'une invasion. Dans Libération du 29 décembre 2013, l'évêque d'Angoulême, par ailleurs académicien, Claude Dagen, nous rappelle que notre peuple s'est toujours constitué depuis l'époque de Clovis, à travers la rencontre et le mélange de populations diverses, qui ne venaient pas seulement de nations européennes, comme cela s'est produit tout au long du XIXe siècle, mais aussi de nations lointaines, notamment des pays africains qui constituaient l'empire colonial, du Maghreb à Madagascar. Clémenceau lui-même savait cela. En effet, leur héritage colonial appartenant à leur histoire commune, des migrations privilégiées se sont instaurées entre pays devenus de fait des couples migratoires dans le monde. Le couple migratoire France-Maghreb connaît des dissensions récurrentes à cause de l'absence de partage d'une même religion. L'intégration est plus difficile. Non pas que le christianisme et l'islam ne puissent pas cohabiter en toute sérénité, bien au contraire. Mais les flux migratoires se sont terriblement complexifiés en s'internationalisant et sont devenus le terrain de jeu privilégié d'une guerre mondiale d'un autre genre, celle du terrorisme. Il est de la responsabilité de nos gouvernants de développer une véritable politique d'intégration, non pas idéologique, mais concrète, à la fois économique, sociale et culturelle, afin que nos jeunes ne soient pas tentés par les sirènes de fanatiques qui savent les séduire en usant des failles de notre système républicain. Dans notre dernier livre, Marche ou crève, aux éditions L'Harmattan, mon co-auteur Afidi démontre parfaitement bien les mécanismes de cette tentation maléfique. Le choc pétrolier s'est accompagné de la fin de l'illusion d'une migration temporaire. Les politiques migratoires restrictives qui ont suivi se sont heurtées à la réunion des familles dans les pays d'accueil, suivies de naissances, inaugurant le temps d'une immigration permanente. L'étranger est celui qui réside en France mais ne possède pas la nationalité française, tandis que l'immigré est une personne étrangère née à l'étranger et qui, même en acquérant la nationalité française, reste inscrite dans la catégorie des immigrés. De ce fait, leurs enfants français, nés sur le territoire français, vont être marqués du sceau indélébile français fils ou fille d'immigrés. Ces enfants ayant une vingtaine d'années au début des années 1980, prennent conscience petit à petit des inégalités qui les stigmatisent. La marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 est l'emblème de cette prise de conscience, sous l'impulsion du christianisme social qui soutient les jeunes beurs. On sait combien la marche sera récupérée par François Mitterrand, qui les félicite officiellement, mais se hâte de faire dévier le sens de leur action pour mieux les renvoyer dans l'ombre. Et chaque anniversaire de la marche sera un échec malgré les efforts de ces précurseurs de l'intégration. Les plus résignés s'investissent dans les mouvements associatifs. Nous n'avions pas d'autre choix pour tenter de nous intégrer dans une société très normée, où les enfants d'immigrés n'avaient pas vraiment de place. C'est le militantisme associatif, après l'école de la République, qui m'a donné la force de progresser dans la société et de refuser le sceau de mon enfance, fils d'immigrés éboueurs à Aubervilliers. Aujourd'hui, la question de l'intégration, conçue comme un processus dynamique de compromis réciproque entre les immigrants et les résidents d'un même pays, devient une question fondamentale de paix sociale et de réussite économique. La plupart des enfants d'immigrés se trouvent encore confrontés à la difficulté de l'intégration, même si certains d'entre nous ont des parcours remarquables. D'une manière générale, quand on parle d'intégration, on met derrière ce terme le fait de demander aux étrangers d'adhérer complètement, par une conversion de leur mentalité et de leur comportement aux normes et aux modes de vie de la société d'accueil. Il s'agit là d'insertion. Dans le cas de l'intégration, en France, on demande aux familles d'immigrés de ne surtout pas exalter leurs différences mais on ne les nie pas. Cette politique générale d'intégration permet à l'État, gardien des libertés individuelles et de la cohésion du tissu social, de promettre à chacun une égalité de droits et d'obligations.
L'individu seul est sujet de droit pour l'État français. Mais on sait bien que les enfants français de parents immigrés vivent un écartèlement permanent pour beaucoup d'entre eux. Ils sont par principe sujets de droit, certes, mais n'accèdent pas vraiment à l'égalité des droits des citoyens français. Par ailleurs, leurs parents sont catégorisés définitivement comme immigrés. Comment se construire comme sujet de droit quand nos parents ne sont pas reconnus en tant que tels? Comment la cohésion du tissu social peut-elle être garantie? 1. Un climat social en souffrance, des réseaux associatifs à mobiliser. Nous devons prendre au mot nos dirigeants politiques pour faire vivre les principes de la Constitution française et sortir des discours bien-pensants. Nous devons appliquer ces principes dans la réalité et être fermes avec les dirigeants des entreprises, des partis politiques, des administrations, de toutes nos institutions chaque fois qu'ils ne sont pas respectés. De la même manière que les femmes souffrent de discrimination à l'embauche et d'inégalités salariales, comment continuer à accepter qu'à diplôme égal les Français ayant des noms à consonance maghrébine soient 4 fois plus au chômage? Comment continuer à accepter que seuls les Français d'origine maghrébine ne trouvent difficilement des stages? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.